c'est vrai que je voulais en parler des Pelicans parce qu'on a beaucoup parlé pour l'instant pour dire que le fit n'est pas parfait avec les joueurs en place. Et je le pense encore. Mais mine de rien, on avait eu d'ailleurs une question d'auditeur là-dessus sur le spacing qui n'était pas si atroce que ça. Mais mine de rien, malgré tout ce qu'on peut dire sur les joueurs qui ne fitent pas extrêmement bien entre eux, eh ben on a quand même affaire à une très bonne attaque NBA en fait. Très très bonne attaque NBA et même très bonne équipe tout court qui, tu vois, on a aussi beaucoup tapé sur Valanciunas qui du coup a des limites défensives, mais mine de rien on a une attaque qui est top 10 et une défense qui est top 10, et même si on prend depuis janvier, ils sont un peu après le top 10 depuis toute la saison, mais depuis janvier ils sont top 10 en attaque, et c'est vrai que je voulais un peu prendre le temps de décrire tout ça parce que c'est pas des pièces qui fit toutes très bien entre elles. Et évidemment, vu qu'on voulait en parler, Ben Taylor l'a fait aussi dans son podcast, mais il y a un peu ce truc à la base de... il y a la Zion offense d'un côté et la Brandon Ingram offense de l'autre, pour caricaturer, mais surtout, c'est vrai que c'est deux profils qui ne fitent pas extrêmement bien entre eux, parce qu'il y en a un qui est plutôt porteur de balle et qui donc a besoin de spacing, ou alors a besoin de partir de pick and roll en verticalité ou pick and pop, ce n'est pas Zion. Et de l'autre côté, Zion, il a besoin de faux follets, il a besoin de shooter, il a besoin de cutter, ce que n'est pas forcément Brandon Ingram, qui peut faire des catch and shoot, mais c'est pas une menace catch and shoot énorme, et c'est pas non plus du mouvement dans le shoot. Donc voilà, il y a un peu il y a ça de base, ok, il y a Valanciunas aussi qui a un profil un peu imparfait, mais mine de rien, on a quand même pas mal de bonnes choses sur un peu des séquences où justement ils sont les uns séparés des autres. C'est-à-dire que d'un côté, on a Zion et la Zion offense qui, quand malheureusement en début de match, ou parfois il est à côté de Valanciunas, il n'y a pas beaucoup de spacing, il ne peut pas driver, ok, mais il y a quand même pas mal de minutes aussi où tu l'as décrit, ce que j'avais sur ma fiche, j'avais exactement cette action que tu as décrite notamment, et c'est donc la fameuse action qu'on a décrite avec James Borrego, le ghost screen qui devient un flair, et il y a plein de petites actions comme ça qui sont en fait là pour la Zion offense, le point Zion, tu nous en avais parlé déjà, plein de petits écrans, des ghost screens, des pick and roll inversés avec un shooter qui vient poser l'écran et qui ensuite vient faire un pop, mais plein de petites actions comme ça pour spacing, plus on lance Zion et on se sert de sa menace au drive qui est assez fantastique. Donc il y a cette attaque d'un côté, et puis de l'autre, même avec Ingram, il y a mine de rien pas mal de choses qui sont faites pour compenser le spacing et le manque de spacing avec Valanciunas, et notamment Ingram, tout ce qui est comment est-ce que Ingram fait son attaque, c'est du pick and roll déjà, premièrement, où il est pas mal là-dessus. Il est aussi beaucoup utilisé poste haut et poste bas. On va le détailler peut-être tout à l'heure, mais parce qu'il a une bonne taille et que ça permet de débloquer son passing. Et puis il y a aussi beaucoup de zoom action en fait. C'est ça qui est très très bien dans cette attaque, c'est que donc qu'est-ce qu'on appelle une zoom action, c'est un écran plus un pick and roll. Donc en fait, c'est comme un jeu de main à main, un dribble and off, mais avant ça, il y a un premier écran. Donc en gros, deux écrans, et dans le deuxième écran, le mec a le ballon et il donne le ballon au mec qui remonte. Et je trouve que c'est une très bonne manière de compenser un peu le manque de spacing de Valanciunas, notamment en l'utilisant sur le fameux dribble and off. On lui donne le ballon à 3 points, et donc il est en tête de raquette où il est à 3 points, et c'est lui qui fait la zoom action pour Ingram. Et ce qui fait que, il n'a pas de shoot, il n'a pas de verticalité, mais à partir de ces zoom action, en fait, tu l'éloignes du panier, donc tu éloignes aussi son défenseur, ça crée de l'espace à l'intérieur, et puis ça met de la pression sur la défense qui, en sortie de ces écrans, se pose la question de comment je dois défendre sur Ingram, et du coup, ça laisse aussi parfois le roll, R-O-L-L, au panier pour Valanciunas, justement. En plus, d'ailleurs, dédicace à Tom, qui nous parle beaucoup des no deep three, c'est-à-dire tu tires, mais sans le deep, sans baisser le ballon et pour shooter. Valanciunas, c'est le meilleur de NBA sur les no deep dunk. Je sais pas si t'as vu ça, mais il chope la balle très haut et il la descend pas, il reste barre levée. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi cet aspect des zoom action qui est développé pour un peu cacher le manque de spacing de Valanciunas, et ça marche beaucoup parce que le passing de Ingram est donc là-dessus. Et puis un autre truc qu'ils font beaucoup, t'as dû le remarquer aussi, c'est les fameux exit screen en fait. C'est que j'ai l'impression qu'une possession sur 2, ou même 2 sur 3, comment est-ce qu'on compense le manque de spacing, de ne pas avoir toujours des très bons shooters? T'as toujours quelqu'un qui, en fait, t'as 2 joueurs dans le corner, et imagine t'en as 2, et t'as celui un des 2 qui pose un écran pour que celui derrière lui soit libre. Ouais. Et il y a plein d'actions comme ça, tu sais, avec Herb Jones ou avec Najee Marshall ou des mecs comme ça qui n'ont pas de spacing, qui sont pas beaucoup espacés sur le terrain, mais juste en fait t'as toujours ça côté faible, un peu c'est un automatisme je pense sur n'importe quelle action on fait un exit screen, on fait un flare screen dans le corner et on arrive comme ça à créer du spacing en fait, non pas par des gens très espacés, mais en fait par des petits trucs et astuces quoi. Ouais, mais en fait ils sont ce que tu décris là, c'est ces automatismes un peu, ils sont beaucoup en mouvement.
les joueurs qui n'ont pas le ballon. Parce qu'en fait, les joueurs qui n'ont pas le ballon, ils ont vraiment jamais le ballon. En fait, c'est Brandon Ingram et Zion Williamson qui portent la balle. Parfois, bon, il y a un peu CJ McCollum qui porte un peu la balle. Mais sinon, Herb Jones, Trey Murphy et tout, ils sont très habitués à jouer off-ball. Alvarado, c'est pareil. Najee Marshall aussi. Et en fait, ils savent un petit peu se céder entre eux pour s'offrir des positions. Et on le voit aussi sur des split action où en fait ils le font pour attaquer de la zone pas mal, où ils arrivent à donner le ballon au poste très bas à Zion Williamson. Et en fait, de là, ils construisent un petit peu des actions. Parce que du coup, quand Zion Williamson est au poste bas, la défense se contracte énormément parce qu'en fait t'as pas un mec sur terre qui peut tenir Zion Williamson au poste bas, et du coup si tu mets un mec à une passe de lui qui est une menace aussi, et bah de l'autre côté du terrain ils sont souvent deux pour défendre sur trois mecs, et du coup ça rend beaucoup la chose beaucoup plus compliquée. Et c'est là où Zion comme Brandon Ingram montrent aussi que ce sont des passeurs très capables, voire des bons passeurs aussi selon les situations. Et je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc qui est ouf, c'est qu'en plus de ça, des joueurs qui savent très bien tirer et jouer sans ballon, ils en ont deux qui font presque plus jouer, sont Matt Ryan et Jordan Hawkins, qui font pas jouer pour des problèmes défensifs, parce que eux, contrairement à Najee Marshall et Herbert Jones ou Murphy, même Alvarado, ils apportent pas en défense, et même ils deviennent un petit peu une cible. En tout cas, c'est un peu un problème dans le rouage défensif. Et en fait, il faut vraiment comprendre que cette équipe défensivement, c'est un peu de brick et de broc, mais ça fonctionne parce qu'il y a plein de mecs qui savent faire un peu tout et qui concèdent peu de décalage, alors que Jordan Hawkins et Matt Ryan en concèdent beaucoup, malheureusement. Mais eux, c'est aussi deux joueurs qui, potentiellement, surtout Jordan Hawkins, s'il arrive un petit peu à combler ses problèmes défensifs, peuvent être des vraies menaces, parce que c'est des joueurs qui sont très très bons au catch and shoot, qui ont besoin de peu de ballons, et qui sont super efficaces au shoot making, quoi. Du coup, plein de bonnes choses au final à dire sur ces Pelicans. Je suis content qu'on ait pris le temps. Oui, puis on n'a même pas parlé de CJ McCollum aussi, dans les configurations, notamment avec Zion, qui est un très bon partenaire là-dessus. Et qui fait d'ailleurs une plutôt bonne saison, McCollum, après une saison décevante l'an dernier, notamment l'efficacité, etc. Là, je le trouve très bon, et même au niveau du passing, où il avait jamais été un grand passeur, je trouve que ça se développe aussi, son playmaking, ce qui est un peu normal avec l'âge que ça vienne petit à petit. Mais ouais, en effet, on a cette belle attaque des Pelicans, mine de rien, tu vois, avec 2-3 pièces un peu qui ne fitent pas parfaitement entre elles, mais du bon coaching, ça aide, quoi. Ça aide, et je trouve que c'est une des équipes les mieux coachées de NBA actuellement. Et bon, voilà, moi je sais que j'embête tout le monde toujours depuis des années avec James Borrego. Mais tu sais, moi, le fameux Lakers-Clippers avant le Covid, tu sais, où tout le monde était regardé, c'était le match de l'année et tout ça. Moi, j'étais en train de regarder un Charlotte-Milwaukee que j'ai encore en tête, qui était un des meilleurs matchs que j'ai jamais vu. Mais Borrego, en termes de tactique, c'est fabuleux, quoi. C'est un des meilleurs esprits offensifs, je trouve, de NBA. Et je pense qu'il fait du bien. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, non, en début de saison des Pelicans et de l'aspect Borrego. Ouais. Donc effectivement, ça se concrétise, c'est très bien. Et puis, pour l'attaque, on a décrit. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.